Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité est député La République En Marche. Sacha Houlié fait partie de ceux qui veulent faire bouger les lignes à l'occasion de ce grand débat national sur certains sujets. Lesquels et jusqu'où? Bonsoir Sacha Houlié. Bonsoir. Sur la limitation à 80 km/h et le retour éventuel aux 90, le Premier ministre a appelé chacun à prendre ses responsabilités alors que les chiffres de la mortalité sur les routes sont en baisse. Pour vous, est-ce que le débat des 80 km/h est ouvert malgré ces chiffres et cette tendance? Il est demeuré ouvert dès lors qu'il avait été prévu d'en faire le bilan en juillet 2020 au bout de 2 ans. 2 ans après leur mise en œuvre. Statistiquement, le Premier ministre l'a dit à l'occasion de son allocution, la mesure semble être une réussite puisque le nombre de morts a baissé. En revanche, on ne peut pas ignorer que ça a généré une vraie frustration, principalement dans les territoires ruraux. Moi, je suis élu de la Vienne et donc je sais de quoi je parle. Frustration et colère d'ailleurs, a dit le Premier ministre. Et de ce point de vue-là, il est vrai que dans l'annonce abrupte, dans la mise en œuvre un peu rapide, ça a pu être vécu comme une stigmatisation des territoires ruraux. Plusieurs l'ont dit. Je pense qu'il ne s'agissait pas aujourd'hui de faire des claquettes autour de cette mesure, mais qu'on peut l'évaluer en toute modestie et avec tout le recul nécessaire pour mesurer finalement le sentiment que ça a généré. Le débat est ouvert. Le Premier ministre, selon vous, donc le Premier ministre a bien insisté sur le fait que cette mesure, Sacha Houlié, tant décriée des 80 km/h, a été décidée collégialement, avec le gouvernement, avec le président de la République. Bref, il ne veut pas porter le chapeau tout seul. Il a raison. Collégialement, mais cette mesure est une mesure réglementaire et donc elle appartient donc au gouvernement. Édouard Philippe est quand même très isolé sur ce sujet, de Richard Ferrand, en passant par Christophe Castaner, jusqu'au président qui a rappelé que cette mesure n'était pas dans son programme. Mais de ce point de vue-là, encore une fois, le Parlement n'a pas été consulté, c'est une mesure réglementaire. Elle vous met mal à l'aise cette mesure. Non, mais moi j'ai dit d'emblée qu'en juillet 2020, je ferai un point très précis, parce que c'était l'échéance qui avait été fixée, le cap qui avait été donné pour voir si les résultats en performance et puis en acceptabilité étaient au rendez-vous. Donc j'ai pas varié par rapport à ce sujet. Vous faites beaucoup de points d'ailleurs d'évaluation. Par exemple, vous faites une proposition, en tous les cas, vous souhaitez une évaluation de la baisse des charges patronales dans le cadre du CICE pour voir quel effet sur l'économie et sur l'emploi. Est-ce que vous doutez de l'efficacité de cette mesure phare du gouvernement ? Non, je doute pas. Par contre, je lis des économistes qui notamment ont écrit le programme que nous avons porté. Ces économistes, ils ont montré dans une note récente qui doit amener à être confirmée par des travaux techniques, mais par des travaux politiques de parlementaires sur ce sujet. C'est ce que je réclame avec mon collègue Pierre Persson pour connaître l'efficacité des mesures. On sait que sur les salaires qui sont inférieurs à 1,6 SMIC, c'est tous les salaires inférieurs à 1 900 €, ça a une vraie efficacité pour créer de l'emploi et pour la compétitivité des entreprises. Soit ce pourquoi c'est fait. Et pour le reste, parce que pour le reste, on parle quand même de la politique de baisse des charges de votre gouvernement, c'est la politique phare. Pas que, parce que vous savez que la politique de baisse des charges, elle a commencé par une réduction dite Juppé, ensuite par les lois dites Aubry de réduction de temps de travail, elle s'est accompagnée ensuite du CICE, ça c'est les mesures qui sont jugées efficaces, et ensuite par le pacte de responsabilité, donc pour les salaires plus importants, jusqu'à 3,5 SMIC. Et ça, on sait que c'est coûteux. On ne sait pas si c'est performant. Mais il y a une étude qui dit que ce n'est pas performant. Donc moi, je vais pouvoir le vérifier. Parce que si ça n'était pas performant, l'État peut récupérer 4 milliards d'euros. Ça, comme d'ailleurs sur l'ISF, parce que vous dites, vous attendez toujours le rapport sur l'évaluation de la réforme sur l'ISF. Franchement, il y a tellement de rapports. Par exemple, sur l'ISF, qu'est-ce que vous attendez ? Il y a eu plein de rapports. Aucun n'a été tranchant et définitif. Est-ce que vous ne vous cachez pas derrière tous ces rapports ? Vous voyez la différence entre l'ISF et les baisses de cotisation. Les baisses de cotisation, on a à peu près 15 ans de mise en œuvre qui permettent de dire ça marche pas. Et ça marche autour du SMIC, ça marche pas quand on est à 2,5 fois le SMIC. Donc on pourrait récupérer 4 milliards d'euros, c'est le montant de l'ISF, ce serait très utile de ce point de vue-là. Sur l'ISF, on n'a même pas un exercice qui est réalisé. Certains nous disent... Et pourtant, le rapport arrivera en septembre 2019. Certains nous disent aujourd'hui, on a 1,9 milliard de plus d'investissement dans les entreprises. Soit... ça voudrait dire que ça fonctionne. D'autres nous disent, ce n'est pas l'effet de l'ISF, c'est l'effet de la croissance économique. Voilà. Donc vérifions-le, après 1 ou 2 ou 3 exercices, et puis après on fera ce qu'il faut pour ou le rétablir ou poursuivre dans cette voie. Franchement, Sacha Houlié, est-ce qu'il n'y a pas des économies à faire ailleurs ? Est-ce qu'il n'y a pas des évaluations à mettre en place ailleurs ? Est-ce qu'il ne faut pas les chercher du côté, je ne sais pas, de l'organisation de l'État, du côté de la haute administration dont on a vu les rémunérations ? Est-ce que ce n'est pas là que se trouve le bout de gras, comme on dit, le superflu ? Mais alors, vous voyez, on peut faire travail partout. Oui, moi, je veux dire, je dis précisément. Vous ne voulez pas mettre votre nez un petit peu là ? Je suis au conseil d'administration de l'ENA. Donc j'ai dit des choses à ce conseil d'administration les fois dernières qui ont pu déranger.
Exemple, qu'est-ce que vous leur avez dit? Mais je leur ai dit qu'ils n'étaient pas exemples des efforts à faire. Et quand on a baissé, ça a dû leur faire peur. Quand on a baissé, oui, mais si vous voulez, ils n'ont pas l'habitude d'entendre ça, surtout. Ça leur a pas fait peur sur ce sujet-là. Par contre, quand on a voté le budget et que je leur ai dit que quand on baissait leur budget de 42 à 38 millions, donc 4 millions d'économies sur leur budget, eh bien, c'était aussi justifié par ces mesures d'économie. Et que si ils étaient la prétendue élite de la nation, alors ils devaient faire des efforts comme tout le monde. De ce point de vue-là, effectivement, le travail est engagé. Et le travail doit être fait sur chaque élément. Mais vous admettrez 4 milliards d'euros sur les baisses de cotisations, c'est un bout de gras très intéressant. Surtout quand on cherche beaucoup d'argent. Alors la loi anti-casseurs à présent, Sacha Houlié, elle provoque des crispations, notamment au sein de votre majorité. Les débats promettent d'être houleux dès demain à l'Assemblée. Est-ce que vous, personnellement, vous attendez encore des garanties, des garde-fous importants sur ce projet de loi? Sur ce texte, il faut d'abord dire qu'on partage les préoccupations du gouvernement. Rétablir l'ordre républicain et protéger à la fois les manifestants et les policiers. Mais vous avez beaucoup plus de doutes que le gouvernement. Vous vous inquiétez sur les libertés fondamentales, par exemple. Oui, parce que si vous voulez, la proposition de loi qui venait du Sénat, elle ne nous convenait pas. Elle était. Pourquoi? Parce qu'elle vient des Républicains, de la droite? Non, parce qu'elle ne protégeait pas les libertés fondamentales d'une part, et parce qu'elle était juridiquement inapplicable, voire mal rédigée. Une partie de la droite républicaine a imaginé un projet de loi qui ne défende pas les libertés fondamentales? Eh bien, je regrette de dire que c'est le cas. Parce que si vous prenez une partie du texte qui concerne les sanctions pénales ou le principe du casseur-payeur, ça ne pose pas de difficulté. Mais si vous prenez les prérogatives qui étaient offertes au préfet, à la fois sur le périmètre, donc en fait on disait que la police devait se remettre en mouvement dans les manifestations pour être efficace, mais on mettait la moitié des forces de police en statique. C'est opérationnellement inutile, juridiquement mal rédigé, et en termes de liberté fondamentale, pas très approprié. Et puis après, fort de l'expérience qu'on a sur les interdictions administratives de stade, qui était le seul régime dont on disposait aujourd'hui, on s'est dit, il faut pouvoir avoir un accès au juge, il faut pouvoir très bien identifier les personnes qui seront concernées, et puis tout ça fait partie du travail du parlementaire. Donc les débats seront houleux dès demain? Non, parce que si vous voulez, au sein de votre majorité. Dès la commission, on a pu retravailler l'article 1er, on a pu recadrer l'article 2, et le fichier, c'est un fichier qui est le fichier général, dans lequel les gens entrent, et les gens sortent. On verra au final. On a travaillé, on va aboutir sur une rédaction et je pense que la quasi-totalité de la majorité sera alignée sur ce texte. Deux versions, Sacha Houlié s'affrontent sur la blessure à l'œil de l'une des figures emblématiques du mouvement des Gilets jaunes, c'est Jérôme Rodriguez. Lui affirme que c'est un tir de lanceur de balles de défense et Laurent Nunez, secrétaire d'État à l'Intérieur, contredit sa version. Est-ce qu'il a raison, le secrétaire d'État à l'Intérieur, de défendre directement les forces de l'ordre sans attendre l'enquête, tout comme d'ailleurs le président qui a rendu hommage aux forces de l'ordre? Écoutez, ou est-ce que vous seriez plus prudent, vous, dans la majorité, le groupe? J'imagine que Laurent Nunez, qui était d'abord le directeur de la DGSI, qui est un préfet de grande qualité et qui est un ministre de non moins grande qualité, certes, a des éléments, parce que vous savez qu'on a demandé à fixer des caméras sur les lanceurs de balles de défense pour le dire, et puis de toute façon il y a l'enquête qui viendra ou corroborer ou infirmer les hypothèses qu'il a adressées. Malgré tout, est-ce que quelqu'un comme vous, qui réfléchit notamment sur la loi anti-casseurs, sur les violences, est-ce que vous vous dites qu'il faut un moratoire sur ces armes non létales mais qui provoquent de grandes blessures? Alors vous dites non, les policiers n'ont pas le choix face à la dangerosité de certains dans les manifestations. Ce que j'ai vu sur le terrain, et notamment dans le commissariat de quartier de Poitiers qui a été confronté à un usage exceptionnel de ces balles de lanceurs de balles de défense. Quand vous dites usage exceptionnel, c'est-à-dire une très grande violence. À 30 reprises, alors qu'ils l'avaient quasiment jamais utilisé jusqu'alors. Parce qu'ils se sont trouvés dans des situations dans lesquelles les manifestants étaient si enragés qu'ils étaient prêts à tout brûler sur certains ronds-points, et que de ce point de vue-là, ils n'avaient pas d'autre choix que de faire usage de ces balles, et que dans ces cas précis, il n'y a eu pas de blessés, à fortiori pas de blessés graves. Ça ne vous pose aucun problème? Non, je dis qu'il y a des inspections générales qui sont saisies, gendarmerie et police, 80 enquêtes, et que lorsqu'il y a des débordements, ils doivent être sanctionnés. Merci Sacha Houlié, merci à vous d'avoir été l'invité d'Europe 1 ce soir. Merci Sonia, 19h19.